Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, donc je vais être le modérateur de cette table ronde qui va être passionnante. Donc, je me présente très brièvement. Donc, je remplace le modérateur précédent qui n'a pas pu venir. Donc, on a fait appel à moi, ce dont je remercie les organisateurs. Donc, simplement, ma légitimité, c'est que j'ai été en Algérie pendant 2 ans avant l'indépendance et 4 ans après l'indépendance. Donc, je connais parfois, enfin, j'ai baigné dès le début de ma carrière dans ce problème. Et puis, voilà, après, j'ai fait une carrière à l'université. J'ai terminé comme inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale. Donc, voilà, j'ai fait un peu le parcours global entre l'instituteur et puis le ministère. Donc, voilà, c'est simplement la raison pour laquelle on a fait appel à moi et le plaisir que j'ai à remplacer quelqu'un au pied levé, parce que bon, c'est un sujet qui me passionne en plus, toujours. Et donc voilà, le sujet qui nous est, c'est le point 12 du programme de cette réunion de Tunis, c'est simplement, alors, comme on le disait tout à l'heure en aparté, moi je vais être l'homme qui va vous faire parler, hein. Je suis censé ne rien connaître. Et je vais surtout essayer non pas de vous poser des questions, mais de vous demander de répondre à une question prioritaire que je vais vous indiquer. Et puis voilà, après, alors je vous demanderai d'être bref, pas plus de 4 à 5 minutes, pour une raison très simple. Alors nous avons a priori une heure et demie de séquence, sauf qu'il faut qu'elle ne soit que d'une heure et quart pour que les gens puissent respirer, et qu'en plus la salle puisse s'exprimer et qu'on puisse avoir un dialogue avec les intervenants. Alors, je souligne aussi qu'il y a deux intervenants qui sont, une qui est en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Madame Amouakon, qui est à Côte d'Ivoire, qui va être avec nous donc depuis la Côte d'Ivoire et qui est marquée d'une étoile sur le programme parce qu'elle est en téléconférence, enfin en visioconférence. Et puis on m'a appris donc que François Compaoré aussi du Burkina Faso serait en visioconférence. J'imagine que ce sont les deux personnes que nous voyons sur nos écrans. Et je vous souhaite la bienvenue, une visio bienvenue. Voilà. Alors, je voudrais d'abord, on va interroger Madame Agathe Amouakon, qui est donc la patronne des éditions Éburni en Côte d'Ivoire. Et la question que je voulais vous poser, c'est, si j'ai bien compris le système, là, il y a beaucoup d'États qui font appel à des grands éditeurs privés internationaux pour concevoir, et évidemment en lien direct avec celui qui commande, mais concevoir et donc préparer, livrer les livres scolaires. Alors, comment, j'ai le sentiment, en regardant le problème d'un peu loin, que les éditeurs locaux ne sont pas toujours mis dans le coup, parce que justement de grands éditeurs internationaux, évidemment, ils ont la surface, ils ont les finances nécessaires, et c'est donc eux qui sont relativement privilégiés. Alors, c'est la question que je vous pose, Madame Amouakon. Donc, encore une fois, si vous avez la gentillesse d'y répondre en 4-5 minutes maximum, comment réintégrer les éditeurs locaux dans ce système où, manifestement, les grands éditeurs internationaux sont, pour des raisons évidentes, privilégiés. À vous, Madame. On ne vous entend pas. C'est normal ? Je me tourne vers les... Est-ce que votre micro est bien ouvert ? Est-ce que vous Ah, voilà. Voilà. Bienvenue. Bon, bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Agathe Amouakon-Fokemberg. Je suis donc PDG des éditions Éburni, Abidjan, Côte d'Ivoire. Éburni, ça signifie ivoire en latin. Donc, c'est tiré du latin Éburni, ce qui veut dire ivoire. Je travaille depuis 38 ans dans le domaine de l'édition. J'ai travaillé 18 ans pour une société d'édition de la place et depuis 20 ans, donc en novembre prochain, je dirige donc les éditions Éburni. Nous faisons l'essentiel de notre chiffre d'affaires, à peu près 85% du chiffre d'affaires, et donc sur le scolaire. Mais nous éditons également de la littérature générale et de la littérature. Pour répondre brièvement
à votre question, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons réussi ici en Côte d'Ivoire, un certain nombre d'éditeurs à nous frayer un chemin dans ce cercle très fermé des éditeurs du scolaire. Voilà, et donc depuis un certain nombre d'années, je fabrique donc des manuels scolaires pour les élèves de Côte d'Ivoire. Mais ça implique donc une formation que j'ai reçue donc depuis de longues années. Ça implique également des équipes pédagogiques que j'ai mises en place. Qui maîtrisent parfaitement les curricula, la rédaction et donc et la maîtrise de l'approche par les compétences. Ça implique également une très bonne équipe PAO, publication assistée par ordinateur, avec des techniciennes PAO chevronnées, une dizaine de personnes donc qui maîtrisent parfaitement Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. et qui connaissent donc les normes de fabrication d'un ouvrage scolaire. Voilà, ça a été un processus assez long, assez difficile, j'allais dire compliqué, mais nous parvenons, si vous voulez, à faire aujourd'hui des ouvrages scolaires de qualité que nous mettons donc à la disposition des enfants ivoiriens. Nous intervenons également dans la sous-région. Nous avons aidé notre collègue du Togo qui ne faisait que de la littérature générale, Madame Ekoué de Graines de Pensée, à faire des ouvrages scolaires. Et également en Guinée, nous sommes en Guinée-Conakry, nous sommes sur un projet similaire, donc avec un partenaire guinéen, où donc nous apportons une expertise et un savoir-faire. L'épineux problème qui se pose au niveau de la disposition donc des manuels scolaires sur le marché, je pense que c'est essentiellement donc un problème de formation. Voilà, il y a un bon nombre de jeunes éditeurs qui s'installent aujourd'hui et qui malheureusement ne maîtrisent pas tous les rouages donc du métier de l'édition et pour pouvoir faire des livres scolaires de qualité. Nous avons été formés, notre formation a été longue. Il n'existe pas de centre de formation en Afrique. Il y avait un programme OIF basé à Tunis d'ailleurs qui s'appelait le CAFED, le Centre africain de formation à l'édition et à la diffusion, qui était un programme non de l'édition et des sessions de perfectionnement sur des thèmes bien précis étaient donc données pour pouvoir... On a quelques problèmes techniques. Vous avez disparu, madame. Je ne sais pas s'il y a un magicien dans la salle, mais ce n'est pas le genre de la maison. Pour pouvoir, excusez-moi, ça s'est coupé, c'est l'Internet. Donc, pour pouvoir permettre à ces acteurs donc de se perfectionner, comme je le disais, au niveau de thèmes bien précis. Mais la nouvelle génération actuellement arrivée donc sur le marché, c'est le cas pour certaines petites maisons d'édition qui se montent ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, manque de formation. Voilà. Et je pense qu'il y a une école en pays anglophone, sur le Kenya, vous avez un institut de formation, vous en avez également un au Ghana, mais dans le monde francophone, ça n'existe pas. Je parle du monde africain francophone. Donc, il faudrait que quelque chose soit fait dans ce sens-là. Il y a également les problèmes de la formation des équipes techniques. Donc, les services PAO, publication assistée par ordinateur, qui nécessitent également une formation assez accrue afin de bien maîtriser tous les logiciels qui permettent de faire des ouvrages de qualité. Nous avons eu... Je vais vous interrompre, madame, parce que le temps est passé, excusez-moi. Mais vous aurez l'occasion de revenir, parce qu'encore une fois, on a prévu pratiquement 20 minutes en fin de séance pour... que le public puisse dialoguer avec vous et donc vous D'accord. pourrez... Donc l'enjeu majeur. Non. Donc l'enjeu majeur, je dois dire pour
Non, pour terminer, l'enjeu majeur, je pense, pour l'Afrique, ça va être sa démographie galopante. Aujourd'hui, Donc la question vous va vous savez être que... posée, comme ça vous pourrez répondre. Excusez-moi, madame. Hein. Il faut aussi, D'accord, ok. il y a d'autres gens qui attendent. Merci beaucoup. Hein. C'était extrêmement intéressant. Merci. On a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, madame. Alors, on me prie de signaler que j'ai commis une erreur parce que la deuxième personne qui se trouve sur l'écran à côté de madame Amouakon n'est pas un Burkinabé, mais un Québécois. Comme quoi la francophonie est vaste. Mais alors, M. Compaoré, semble-t-il, n'est pas là du tout, ni en présentiel, ni en distanciel. Et c'est donc M. Marc Vallière, éditeur au Québec, qui est là. Est-ce que je ne me trompe pas? Vous n'êtes pas chinois ni japonais, non, c'est bon? Vous êtes bien Non, non, québécois? je suis bien québécois et c'est Martin Vallière. Je suis directeur général de la maison d'édition CEC. Merci Voilà. beaucoup. À tout à l'heure, monsieur. Alors, deuxième question, et là je vais m'adresser à M. Michel Chouéry, qui est donc libraire à Dubaï, qui est libanais, mais qui a sa librairie maintenant à Dubaï, mais qui va pouvoir nous parler un peu de l'ensemble peut-être du Proche-Orient. Alors, j'ai une question à vous poser, Monsieur Chouéry. Comment le livre scolaire peut-il contribuer au secteur éditorial? Je vous précise ma question. On a vu, donc on le reverra sûrement tout le long de cette séquence, que ce sont surtout les grands éditeurs internationaux qui sont en première ligne, si je puis dire. Comment le livre scolaire peut justement corriger cette tendance et faire en sorte que le milieu éditorial privé, des petits éditeurs, comme on dit, puisse accéder à ce marché? En fait, comme disait tantôt Madame, c'est en fait... Et les libraires aussi, hein, bien sûr. Pardon? Les libraires, oui. Également. En fait, nous, en fait, les libraires, on n'a pas beaucoup d'interventions à ce sujet, à part vendre les livres. Maintenant, on sait les décisions du choix des livres scolaires, des manuels scolaires, sont faites par les écoles eux-mêmes, ou alors ils suivent le programme du pays. Donc, chaque pays a son programme scolaire et ils sont obligés de suivre le programme. Pour le cas du Liban, par exemple, on a beaucoup d'éditeurs. D'ailleurs, on a un syndicat des éditeurs de livres scolaires qui est indépendant et complémentaire au syndicat des éditeurs libanais en général. Et lui, en fait, il suit le programme. Ils ont les professeurs qui interviennent dans les écoles qui eux-mêmes sont les auteurs de ces manuels. Et donc, ils suivent les programmes scolaires de l'État libanais pour le programme libanais. En revanche, tout ce qui est programme français, on est obligé d'importer les livres, les manuels scolaires de France, et ça, c'est selon les choix que font les écoles francophones ou les écoles qui font le bac français, qui offrent aussi, en plus du bac libanais, le bac français à leurs élèves. Et du coup, c'est eux qui font le choix des manuels et qui les font venir. Il y a eu des tentatives, et ça a marché pour certains éditeurs libanais, de pouvoir s'adapter au programme français et de pouvoir éditer des manuels scolaires qui suivent le programme français. Mais ça reste très timide parce que quand même l'édition française est beaucoup plus puissante à ce niveau-là. Et puis ils font chaque année des expositions. Ils viennent, si je ne me trompe pas, au mois de mars, en général février-mars, pour exposer justement et offrir des services de presse à l'ensemble des directeurs, des coordinateurs scolaires selon les matières pour qu'ils puissent choisir les manuels qui les intéressent et tout. Donc en gros, voilà ce qui se passe au Liban. À Dubaï, la situation est un peu différente vu qu'on ne travaille qu'avec des lycées français. Il n'y a pas de programme émirien francophone. Donc on travaille qu'avec les lycées français qui sont aux Émirats et qui eux suivent quasiment le programme français. Mais reste que donc il n'y a pas de production locale. Il n'y a pas d'éditeur émirien qui va sortir des manuels scolaires en langue française. Et par contre, pour l'arabe, en revanche, tous les lycées français qui veulent enseigner l'arabe sont obligés d'utiliser les livres qui sont édités par l'État émirien. Donc ils ne peuvent pas choisir, certains en parallèle ont envie d'utiliser un manuel scolaire édité au Liban, ils le font en parallèle, mais ils sont obligés quand même d'utiliser le manuel de l'État. Donc, et ils le font discrètement autant que possible. Donc, mais ce n'est pas très officiel. Mais sinon, c'est au niveau de l'arabe seulement. Maintenant, sinon, le manuel scolaire, il est importé de France à 100%.
En 2 mots, c'est une curiosité de ma part, mais ça intéressera tout le monde. Quel est le système éducatif à Dubaï? Comment est-il structuré vraiment en 3 mots? Alors, Il y a un système éducatif important. alors, moi, je ne connais Ça dépend des Émirats ou c'est... Ça dépend. Je ne connais pas trop le système éducatif émirien, vu que moi, je travaille que le français. Donc, je ne suis pas trop impliqué, donc je ne vais pas vous donner des réponses que je ne connais pas. Je ne connais pas le système. Mais je sais que depuis quelques années, je le disais tantôt, la langue française est devenue la 3e langue officielle du pays, donc dans les écoles. Donc, du coup, ça, nous, en tant que libraires, et même pour l'édition française, c'est intéressant parce que de plus en plus d'écoles, non seulement émiriennes, mais même les écoles indiennes, parce qu'il y a une forte communauté indienne aux Émirats, commencent à apprendre, donc à donner comme cours des langues, comme 3e langue, la langue française, entre autres, à leurs étudiants. Et donc, du coup, ils nous commandent des livres en français. Très bien. Écoutez, vous avez été parfait parce que vous êtes bref et en même temps, vous nous avez dit plein de choses. Un grand merci. Alors, Madame Radatouili, donc vous êtes directrice de Nathan International, mais vous allez rectifier ce que je vous dis, j'imagine. Vous l'avez fait dans la cour tout à l'heure. Parce que voilà, c'est important parce qu'elle est effectivement, elle a ce titre, mais aussi elle est locale, comme elle a dit. Voilà, elle va vous expliquer ça. Et donc, moi, ce que je voulais vous demander, vraiment des questions basiques, quelle est l'importance et la qualité de l'édition scolaire là où vous travaillez, là où vous exercez? Et alors, une question beaucoup plus importante encore, parce que je crois, et je sais que vous le croyez aussi, que l'avantage, on l'a tous vu, en tout cas en tant qu'enseignant, je l'ai très bien perçu avec mes élèves quand j'étais instituteur, c'est que à travers le manuel scolaire, on apprend évidemment aux enfants à lire et à aimer la lecture. Et ensuite, ça doit les guider. En fait, c'est un peu ce qu'on m'avait enseigné quand j'ai eu ma formation d'instituteur. C'est vraiment, il faut que les élèves, en partant de l'enseignement scolaire, puissent accéder à la littérature, notamment à travers la BD, les livres jeunesse, etc. Alors, est-ce que, avec votre expérience, ce passage du livre scolaire vers le livre de jeunesse et la BD se fait naturellement? Est-ce qu'il se porte bien ou bien est-ce qu'il y a des obstacles? Voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Bonjour tout le monde. Donc en fait, par rapport à ce passage du livre scolaire vers le fait de donner envie à l'enfant d'aller plus loin, nous, chez Nathan, on a une méthode bien à nous, qui est le fait de concevoir le livre scolaire dès le début dans un cadre qui est un cadre complètement immersif et génératif, en fait. C'est-à-dire prendre en considération le pays où nous intervenons. Par exemple, on peut prendre l'exemple du Cameroun. Nous concevons des manuels scolaires pour le Cameroun, mais nous le faisons avec une équipe locale à 100%, c'est-à-dire nous sommes locaux, ce n'est pas un éditeur français qui fait pour le Cameroun. C'est un groupe international qui a ses filiales, qui s'est implanté un peu partout en Afrique et qui, selon le curriculum de chaque pays, les exigences du système scolaire et du ministère de chaque pays, mais aussi selon l'environnement dans lequel évolue l'enfant, on conçoit donc, en prenant compte de toutes ces exigences, on conçoit un manuel scolaire basé sur la méthode pédagogique bien déterminée, mais en fait, généralement, en ce moment, c'est l'APC, donc approche par les compétences, mais aussi, nous avons notre savoir-faire qui fait qu'il y a une immersion totale dans le livre scolaire. L'enfant, quand il se projette dans un livre scolaire, il ne voit pas que, comme le cas, comme a dit M. Chouari, en fait, que c'est un livre, par exemple au Liban, on travaille avec des livres français qui sont importés de France, alors que par exemple au Cameroun, on travaille avec des livres qui sont faits pour des enfants camerounais, mais qui sont écrits en français parce que c'est une langue officielle aussi du Cameroun. Donc, c'est une démarche qui est autre. L'enfant se voit dans son livre, il se voit évoluer, il connaît, on parle de l'environnement dans lequel il évolue, on parle de la culture qu'il connaît et qu'il représente. Donc, d'où, comme je vous ai dit, en fait, la pédagogie générative. Et donc, à partir de cela, une fois que l'enfant, bien sûr, il y a des textes dans les manuels scolaires qui font référence à à la littérature francophone, mais aussi des textes qui sont conçus
spécialement pour l'enfant en question. À partir de cela, nous renvoyons vers une autre, ce qu'on appelle en fait les livres éducatifs de jeunesse, c'est-à-dire c'est pas forcément des albums, c'est pas forcément juste des livres jeunesse, mais des livres éducatifs de jeunesse. Parce que nous ne pouvons pas, par exemple, parler, nous on agit énormément sur le continent africain, on ne peut pas parler du continent africain sans se rendre compte qu'il y a un problème d'apprentissage de la langue française. Donc du coup, il faut absolument que cette langue soit appuyée, aidée, mais pas juste d'une manière individuelle, mais en s'appuyant, en étant conçu comme un partenaire, comme partenaire des langues locales. Qu'est-ce que ça veut dire des langues locales? C'est-à-dire des cultures, de la culture locale. Donc à partir de cela, nous par exemple, on vient de lancer une collection qui s'appelle Je sais lire, qui est basée directement, qui reprend les mêmes thèmes que le curriculum, par exemple, ça c'était au Cameroun. Donc au Cameroun, elle va se baser sur les thèmes du curriculum camerounais, alors que ce n'est pas un livre scolaire pur et dur, c'est un readers, c'est un livre de lecture, mais pour qu'on aide l'enseignant à pouvoir utiliser, exploiter ce matériel dans sa classe, on lui donne les thèmes qui sont imposés par le curriculum. Donc on fait un renvoi, c'est un aller-retour. Voilà. Merci à vous. Très bien, merci beaucoup. Alors bon, vous me pardonnerez, et notamment M. François Compaoré me pardonnera. On vient de me glisser dans l'oreille qu'en fait, M. François Compaoré est là en distanciel, seulement je ne le vois toujours pas sur l'écran. Il sera peut-être uniquement... Si ? On voit son ombre, me dit-on. Ah oui, voilà, oui. Il y a un... Ah voilà, vous avez déjà un cadre, mais il faut que votre visage apparaisse dans ce cadre, si c'est possible. Bon, écoutez, on ne vous verra pas, alors on va vous entendre, j'espère. Vous nous entendez, Monsieur Compaoré? Je vous entends parfaitement. Ah, parfait. Merci beaucoup. Alors, pardonnez-moi, on ne savait pas plus trop où vous étiez. Donc voilà, on vous a sans voir votre visage, mais ce n'est pas trop grave. Vous nous enverrez une photo. Hein. Voilà, je voulais... Alors vous, Monsieur Compaoré, vous êtes un acteur différent de tous les acteurs qui sont intervenus, libraires, éditeurs, etc. Vous êtes donc un cadre important du ministère de l'Éducation nationale du Burkina. Pardonnez-moi si je me trompe, mais vous êtes directeur général de la recherche au ministère. Et donc vous avez effectivement la vue de l'autorité nationale qui justement commande, enfin qui conçoit les programmes, enfin dans des fonctions très différentes suivant les pays. Mais voilà, le ministère de l'Éducation nationale joue un rôle clé dans la conduite de cette opération dès le départ, hein, la définition des programmes scolaires nationaux. Et en plus, vous êtes un directeur général de la recherche, ce qui est très important, et de la pédagogie. Donc, je voudrais que vous nous donniez votre... Est-ce que vous avez écouté ce que nous disions auparavant, monsieur, ou est-ce que... Oui, je vous ai suivi. Ah ben c'est parfait. Donc voilà, alors, vous avez nos amis qui sont déjà intervenus. Voyez un peu les interrogations qu'ils ont posées, et les éléments qu'ils nous ont apportés. Alors, je voudrais savoir, enfin, encore une fois, vous êtes donc encore une fois dans un poste de pilotage des programmes nationaux. Comment voyez-vous ce problème de l'édition avec, comme je le disais au départ, cette prégnance des grands éditeurs internationaux et justement la façon dont les libraires, les éditeurs locaux peuvent se réinsérer dans le système, ce qui serait, à nos yeux, très, très souhaitable. Vous avez la parole, M. Compaoré. Merci beaucoup. Alors, merci à tout le monde. C'est dommage que la technique ne permet pas de voir le visage du pauvre Compaoré. Mais je dirais simplement que je suis également écrivain, même si ce n'est pas pour la littérature que je vais parler aujourd'hui, mais pour le manuel scolaire. Notre pays, le Burkina Faso, est un pays du Sahel et j'ai aimé beaucoup de choses dans ce que Mme Amouekon a dit sur la question de la formation. Nous sommes dans un pays où le livre est d'apparition récente. C'est avec donc le manuel que l'élève découvre en réalité pour la première fois le microscope, la carte géographique, les noms des écrivains et leurs textes, etc. C'est pour dire que le marché de l'édition et de l'imprimerie, malheureusement faible dans notre pays, de sorte que de nombreux manuels scolaires, du préscolaire et du secondaire, proviennent de l'extérieur. Et précisément pour le préscolaire, nous en prenons beaucoup en Côte d'Ivoire et jusqu'à présent. Et Mme Amouekon doit être sûrement au courant.
Alors, nous avons choisi une réforme curriculaire fondée sur l'APC et cette réforme, naturellement, nous a amené à relire tous les contenus de l'éducation, ce qui a réécrit les manuels. Il faut dire que nous nous sommes retrouvés avec, dans les faits, 4 possibilités. La première, c'est l'impression et l'écriture des manuels par le ministère en charge de l'éducation. La deuxième, c'est l'écriture par le ministère et l'impression par le privé. La troisième, c'est l'écriture et l'impression des manuels par le privé ou à l'extérieur. Et la quatrième solution, c'est l'achat d'ouvrages faits à l'extérieur par des acteurs privés comme Edicef ou multilatéraux comme dans le temps HPM, l'IPAM et bien sûr des pays comme la Côte d'Ivoire. Mais au bilan, il y a une formule que nous avons décidé de retenir et nous avons commencé depuis 2020 à écrire nous-mêmes nos manuels. Et nous avons pu écrire 27 titres à l'heure actuelle sont en écriture après l'édition de 12 titres par commande extérieure au privé et l'impression est en cours de 12 autres titres uniquement du préscolaire et donc 27 titres sont encore en cours d'écriture. Ce qui fait au total une 41 titres. Il faut dire que la contractualisation avec des auteurs dont les ouvrages ont été certifiés conformes à nos curricula et méthodes d'enseignement est aussi une voie que nous avons explorée. On pense que cette voie permet d'être plus rapide en restant conforme à l'objectif de contextualisation des apprentissages. Pour parler de contextualisation, je prendrai un exemple. Et récemment, une maison d'édition m'a transmis des ouvrages qu'ils ont écrits pour l'Afrique. Je ne citerai pas. J'ai pris le livre de la classe de 5e en français. J'ai vu qu'en 5e français, il y a un seul texte signé d'un Burkinabé, c'est un extrait de journal. Ce qui veut dire que si nous continuons de travailler avec des auteurs à l'extérieur, le Burkina est absent et nous ne pouvons pas utiliser des contenus burkinabés pour enseigner. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à travailler avec des auteurs nationaux. Mais nous avons également une nouvelle expérience qui est soutenue par l'UNESCO, il faut le dire, et par l'UNICEF, c'est la numérisation. Dans des contextes de situations difficiles, comme les situations sécuritaires ou les situations sanitaires avec l'apparition de Covid, nous avons jugé nécessaire de mettre à la disposition des élèves des outils d'aide à l'apprentissage hors classe avec des tablettes, les ordinateurs, la radio qui est l'élément le plus répandu dans le pays, la télévision et l'Internet là où c'est possible. Les contenus numérisés sont enregistrés et mis à la disposition des auteurs. J'espère n'avoir pas été très long. Non, c'est parfait. Je vous remercie. J'allais vous prier de bien vouloir accélérer, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Compaoré. Donc, on a eu votre témoignage qui était important. Alors, donc, je vais donc passer à notre ami québécois, donc Monsieur Martin Vallière, éditeur au Québec. Alors, racontez-nous un peu comment ça se passe. On a vu un petit peu les grands éditeurs, des libraires, des éditeurs africains, français. Est-ce que vous pourrez, de l'autre côté de l'Atlantique, vous voyez les choses? D'abord, j'entends mes collègues et je me dis qu'on est très, très choyés. C'est clair. Au Québec, on a une structure, ça fait longtemps là, qu'il y a des éditeurs québécois qui publient, donc la profession est bien implantée, les éditions CSA, on est là depuis plus de 50 ans. Donc, on a une structure, mais on a une structure qui ne vient pas strictement des éditeurs, mais d'une volonté politique aussi au Québec. Alors, dans ce contexte-là, bien sûr, comme tous les pays, on a nos propres programmes de formation ancrés dans nos repères culturels, dans notre réalité sociale. Ce que M. Compaoré disait, justement, d'avoir des contextes, des textes et des réalités évoquées dans les manuels scolaires qui tiennent compte de la réalité des jeunes, des apprenants, c'est tout à fait ce que nos programmes font et ce que nous, comme éditeurs locaux,
nationaux ont fait dans la traduction dans ces manuels-là. On a aussi, et je dirais certainement, c'est très, très positif d'avoir ça. Au ministère, il y a un bureau d'approbation du matériel didactique qui approuve les manuels selon des critères très, très spécifiques. Et dans les critères, autant sur les aspects pédagogiques, publicitaires pour protéger les jeunes, mais sur des critères numériques, sur des critères aussi de la diversité culturelle. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects, de sous-aspects qui font qu'un manuel ne peut pas être diffusé et vendu dans les écoles tant aussi longtemps qu'il n'est pas approuvé. Nous avons aussi, tout ça nous amène aussi à un marché, à quelque part, ça nous protège. Un marché qui est protégé par ce bureau d'approbation de matériel didactique-là et qui favorise le développement de cette économie-là dans notre propre province. Par contre, c'est sûr que l'exportation de nos produits demande une adaptation et étant donné qu'il est très coloré par notre programme de formation. Alors, c'est sûr que l'avantage que nous avons dans notre façon de faire l'édition scolaire nous amène quand même même incluant le Canada, là, au Québec, même exporter, aller hors Québec, c'est difficile même à l'intérieur du Canada. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de pays du Sud qui vous posent qui vous demandent justement de travailler avec eux Est-ce que vous êtes... Pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout. Non. D'accord. Non. Dans cette optique-là, alors quand je parle de tous ces choix-là, c'est sûr que ce que ça crée aussi, puis je pense qu'il faut le nommer, bien sûr, on a un niveau de maturité dans notre développement, mais ce que ça mène, c'est qu'on donne un choix à nos enseignants. Parce que le marché de Québec, même s'il est petit, permet d'avoir 3-4 éditeurs, je dirais, sérieux et d'autres joueurs, mais de permettre, parce que dans le fond, le marché est assez grand quand même pour faire vivre quelques éditeurs et permet à ce moment-là une concurrence, toujours à la lumière de l'approbation et des critères, qui permettent de donner un choix à l'enseignant. Et je trouve ça, et ça mène et ça pousse les éditeurs à innover et à offrir près de la pratique des enseignants, près des besoins des enseignants. Bien sûr, on a deux clients. On a le ministère, les programmes de formation qui doivent approuver, mais on a aussi les enseignants en classe qui ont des réalités. Et on doit trouver cet équilibre-là qui fait qu'on peut gagner et qui nous pousse à innover. Et aujourd'hui, l'innovation chez nous, c'est le numérique, c'est sûr. Alors, on a des plateformes numériques chez nous qui sont d'une grande maturité, je vous dirais, sans gêne, comparable à des grands éditeurs, même français, je pourrais dire, et qui nous amènent d'autres défis, bien sûr, des défis de rentabilité, parce qu'il y a une limite dans le prix, je vous dirais, mais tout de même, un marché qui est un bon point de maturité, puis au bénéfice des jeunes, parce que les jeunes, bien sûr, sont branchés, au bénéfice du marché des enseignants qui leur donne un choix, c'est sûr. Alors, et l'autre élément qu'il faut absolument, c'est plate à dire, mais ça prend des dollars. Ça prend que l'État doit investir en éducation. Et investir, c'est d'appuyer, donner de l'argent aux écoles pour faire l'achat de ces manuels-là. Ça n'empêche pas qu'on a des enjeux, ça a l'air beau tout ce que je dis, c'est parce que c'est sûr quand j'entends mes collègues, je fais comme, bon, on est choyé, il faut le nommer, il faut le dire, il faut nommer aussi les bons coups que le gouvernement a fait au Québec, mais il faut dire aussi qu'on est dans d'autres enjeux aussi, des enjeux de concurrence par rapport aux grands joueurs comme Google avec les plateformes, Google Classroom et tout ça qui veulent aller prendre du marché. La tendance de vouloir à l'État de faire des plateformes de diffusion et qui deviennent d'une certaine manière concurrence au privé. Il y a un équilibre à les trouver dans ces deux marchés-là. Bien sûr, le gouvernement a le droit d'offrir des services et d'offrir des contenus, mais en même temps, c'est important de garder la concurrence et l'innovation. Donc, il y a un jeu d'équilibre qui se pose chez nous à cet égard-là pour bien que chacun situe son rôle. Et le danger présentement, je terminerai là parce que je sais que le temps est restreint, le danger chez nous, c'est le numérique amène à morceler les contenus. Et en morcelant les contenus, ça devient, c'est sûr que ça fait l'affaire des grands joueurs de plateformes de distribution de contenus, mais ça dénature aussi c'est quoi un ensemble didactique, qu'il y a des trames de fond, qu'il y a des approches par compétences, qu'il y a des intentions pédagogiques.
Alors, il faut faire la distinction entre le complémentaire puis l'essentiel. Alors voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Merci beaucoup. Là aussi, vous avez été concis. Et en plus, c'est une bonne une transition, puisque c'est un des points sur lesquels je voulais interroger M. Villeroy de Galhau. Quelle est la part du numérique justement dans les problèmes qu'on vient d'aborder? Parce pas tout le monde pense beaucoup, évidemment, au papier, hein, quand on parle de l'école, du livre scolaire, etc. C'est une des questions que j'aimerais vous poser. Alors, vous-même, Monsieur Villeroy de Galhau, vous m'interrompez si je me trompe, mais vous êtes libraire scolaire, hein, à la fois en Alsace et puis au Sénégal. Enfin, vous allez nous préciser ça, mais c'est bien vos deux territoires privilégiés, là. Non, non, Non. on rayonne depuis l'Alsace, Oui. partout en France et partout dans le monde. L'Alsace rayonne partout en France. Merci. Absolument. C'est une très bonne chose. Alors voilà, donc ça merci d'avoir précisé cela. Donc voilà, la question que je voulais vous poser, c'est cette question du numérique. Et puis vraiment de cette expérience de coopération. Enfin, vous nous l'a précisé bien mieux que moi, je viens d'essayer de le faire. Comment on peut travailler en même temps voilà, dans ce grand territoire de l'Est et puis au Sénégal. Voilà. Pas de problème, merci. Alors, vos deux questions sont liées en réalité, puisque la place du numérique, elle dépend évidemment du degré de maturité des marchés. Nous avons en France aujourd'hui un marché qui évolue de plus en plus vite, qui a été porté par la réforme des lycées depuis quelques années, depuis 2 ans, et par les fusions des grandes régions qui sont devenues en France des structures administratives extrêmement importantes. Le Grand Est, par exemple, dans lequel nous sommes, c'est environ 350 lycées qui sont tous passés au numérique sur une décision de la région. Et je pense que c'est gentil, j'aurais sans doute pas besoin de mon PowerPoint. Mais donc tous les 350 lycées de la région dans le Grand Est sont tous passés au numérique d'un seul coup. On suivi les 2/3 des lycées de la région Île-de-France, bon nombre de lycées en Nouvelle-Aquitaine, en Centre-Val de Loire, en PACA, en Occitanie, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un marché numérique en France qui, sinon mature, est en train de grandir très vite. Évidemment, ce n'est pas le cas dans d'autres pays, et d'un pays à l'autre, les situations ne sont pas du tout les mêmes. On parlait tout à l'heure des lycées français de l'étranger. Évidemment, ces établissements qui sont des établissements privés, qui ont des moyens d'investir, avec des familles qui demandent, pour des raisons pédagogiques, marketing ou de poids du cartable, des projets numériques. Dans les lycées français de l'étranger, on voit émerger des innovations autour des ressources numériques. Plus loin en Afrique, et de façon générale, notre préconisation, c'est de se poser la question des usages et des justes usages. On va bientôt venir aux États généraux au sommet de la francophonie à Djerba. Les États généraux du livre vont apporter leur cahier de propositions, et c'est une transition qui me semble juste. Il ne faut pas passer au numérique et à la technologie d'un seul coup, en considérant qu'il faut viser à tout prix la disruption et en oubliant complètement le monde du livre. Mais oui, on laisse beaucoup de gens sur le bord de la route, là. Oui. Et il faut absolument éviter ça. Le manuel est un outil qui a fait ses preuves, qui est aujourd'hui connu des enseignants, connu des élèves, connu des familles, qui permet de s'assurer qu'on suit les curricula, qui permet de mesurer la progression et la progressivité des apprentissages des élèves. Et le numérique doit venir non pas en concurrence, mais en complémentarité. Et il faut impérativement que les outils qu'on déploie viennent compléter les usages, les enrichir. On parlait aussi de ce que vous appeliez des contenus morcelés au Québec, que nous appelons des granules en France. C'est bien la question, c'est va-t-on morceler des contenus éditoriaux au point d'en oublier complètement la démarche, la progressivité d'un manuel? Non, certainement pas. En revanche, va-t-on donner aux enseignants des outils qui vont leur permettre d'enrichir la démarche pour l'adapter à un contexte pays, pour pouvoir alors les éditeurs n'aiment pas qu'on dise ça, mais les enseignants aussi, rééditorialiser un chapitre de cours pour y ajouter leur propre production, un morceau d'un autre cours, voire ce qui vient d'ailleurs et de leurs collègues ou du pays d'à côté. Ça, ce sont les outils que nous essayons de déployer, que nous essayons de construire en partie, puisque le libraire doit accompagner ces nouveaux usages et que nous voyons de plus en plus émerger au Sénégal ou ailleurs. Est-ce que la pandémie, par exemple, que nous venons de vivre et qui malheureusement, je ne crois pas, soit terminée, est-ce que ça
ça a joué avec l'arrêt de certaines écoles, l'arrêt des lycées pendant des mois. En fait, ça, tout dépend des pays. Mais est-ce qu'il y a eu quel rôle a pu jouer la pandémie dans cette accélération ou dans ce retrait du numérique? Alors, la réponse est ambivalente. Il y a eu évidemment un sursaut ou une volonté immédiate au moment où on a fermé toutes les écoles de déployer des outils numériques. Tous les éditeurs qui viennent des EdTech ou les grands éditeurs scolaires se sont sentis investis d'une mission et ont aussi eu l'occasion de faire parler d'eux. Et tout le monde a mis à disposition des tas d'outils. Et l'année dernière, pour avoir parlé avec beaucoup de petits éditeurs, tout le monde a déployé énormément d'énergie et pour autant les marchés ne sont pas advenus. Et il faut aussi reconnaître que l'école à la maison, ça marche très bien avec un manuel papier. On a parlé beaucoup de numérique, ce qu'il fallait c'était pouvoir avoir un outil de communication, mais j'ai vu aussi des écoles distribuer des manuels papier avec les voitures des profs qui allaient de famille en famille pour redonner les manuels qui étaient restés à l'élève, et ça fonctionne très bien. Ce qui est vrai quand même, c'est que depuis se pose la question du numérique et de la place du numérique à l'école, avec des enseignants qui ont moins peur de l'outil, des enseignants qui se sont retrouvés obligés à faire des cours en visio. C'est beaucoup plus complexe d'être en direct, en visio, comme on le voit depuis ce matin. C'est beaucoup plus complexe que d'utiliser un outil qui a été pensé avec des spécialistes de l'UX, de l'user experience, et des gens qui, somme toute, font tout pour que la ressource soit facile à utiliser. Donc les enseignants sont devenus plus curieux, peut-être un peu plus perméables à des nouvelles expérimentations, et on voit et on entend de plus en plus de demandes qui viennent des enseignants et qui nous poussent tous à innover, les libraires, les éditeurs. Très bien, je vous remercie beaucoup. C'est un bon point de conclusion, puisque vous êtes le dernier à intervenir. J'espère que j'ai encore oublié personne. Non, bien sûr. Voilà, donc, comme promis, donc, alors je ne vois pas très bien de quoi est composée la salle. D'ici, la salle est un peu obscure, mais il doit y avoir des milliers de personnes dans la salle. Donc, je voudrais vous inviter à nous poser des questions. Vous avez des amis qui sont là, encore une fois, soit sur les écrans, sauf M. Compaoré, dont on voit au moins le nom. Voilà, donc j'aimerais que vous puissiez réagir à tout ce qu'on vient d'entendre, qui est passionnant, qui est extrêmement intéressant et qui nous ouvre beaucoup de questions. Hein. Voilà, est-ce que... Alors, je ne sais pas comment... Je ne distingue pas les gens dans la salle, donc comment on fait pour essayer de... Est-ce que on voit des doigts se lever ou est-ce que... D'ici, on voit rien, hein, on voit quelques silhouettes comme ça, mais... Est-ce que vous pourriez vous lever, au moins on verrait peut-être mieux si quelqu'un veut poser une question? Attention, hein, il faut qu'il y ait au moins autant de questions que tout ce qu'on vient de dire là maintenant. Non? Ah. Ah. Vous pourriez parler à un micro parce qu'on n'entend rien là. Vous n'avez pas de micro? Il conviendrait que vous lui en fournissiez, s'il vous plaît. Merci. Voilà. On avait une question sur Internet de Barakallah, Brahima Soro, qui est donc libraire en Côte d'Ivoire, et on est en train de faire en sorte qu'il puisse intervenir à distance. Mais c'est la librairie de France, donc basée en Côte d'Ivoire, qui voulait savoir quelle collaboration pouvait être mise en place entre LDE et les libraires en Afrique aujourd'hui. C'est une de ses préoccupations. Peut-être qu'il va réussir à nous rejoindre entre-temps. Mais voilà. Alors, y a-t-il une... Merci. Alors, effectivement, la question est... Moi, je peux déjà commencer à répondre à la question, mais c'est plus un échange, puisque ce n'est pas le genre de question auquel je réponds de façon unilatérale, évidemment. La première réponse, c'est celle qui a déjà été donnée ce matin pour les écrivains, mais qui est tout aussi vraie pour tous les membres de l'interprofession du livre, c'est qu'évidemment, il faut qu'on puisse se rencontrer, il faut qu'on ait des lieux d'échange professionnels. Le BIF le rappelait à très juste titre. Si on se voit, on a des occasions d'échanger, de réfléchir à ce genre de sujet, et des événements comme les États généraux nous donnent l'occasion de se poser cette question. Très bien. Madame Amouakon, en Côte d'Ivoire, est-ce que on a parlé de la librairie de France à Abidjan, j'imagine? Vous avez des choses à nous dire là-dessus? On ne vous entend pas. Votre micro, s'il vous plaît. Toujours pas. On ne vous entend absolument pas, madame.
Il y a quelqu'un qui va vous aider, non, je crois. Voilà, oui, c'est bon. Ah, voilà. C'est bon. Oui, excusez-moi. Oui, Je vous en prie. La librairie de France, c'est la plus grande librairie ici en Côte d'Ivoire. La plus importante, la plus grande librairie ici en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'elle a comme particularité, Ah bah, à part d'être grande? Elle dispose de plus de 11 points de vente sur l'ensemble du territoire. Ah, oui. Elle est très bien achalandée. Elle fait aussi bien le scolaire, mais également tout au long de l'année, elle diffuse la littérature générale et la littérature enfantine. Et ce sont des professionnels, véritablement. Très bien. Voilà, une bonne information. Tout à fait. Merci beaucoup, madame. D'autres merci à monsieur Villeroy de Gallo également. Ah, je vois. Ah, voilà. On voit quand même une troisième tête. Oui, Alors. M. Soro, le librairie de France à Abidjan, Côte d'Ivoire. Allez-y. Ah, ben voilà. Ben voilà, donc bonsoir à tous, c'est l'occasion qui nous est donnée. En fait, j'ai voulu réagir juste suite à l'intervention de LDE, parce que bon, là, il a répondu, que ce n'est peut-être pas l'occasion d'en parler, mais je sais que LDE, aujourd'hui, pour l'ensemble des libraires structurés, il y en a quelques-unes quand même en Afrique, en fait, LDE se pose plus en concurrent et les proviseurs, les directeurs pédagogiques des écoles à programme français préfèrent, beaucoup d'entre eux, travailler avec LDE au lieu de s'adresser aux libraires qui ont des comptes ouverts chez la plupart des fournisseurs scolaires en France. Et LDE, effectivement, est une telle grosse structure, je dirais, logistique, que le libraire n'est plus en mesure d'être l'interlocuteur du lycée. Alors que tout le monde sait, en Afrique, le scolaire représente 60 à 70% du chiffre d'affaires annuel donc, du libraire. Et quand il n'a pas pu exécuter donc, les commandes des écoles françaises, il est très fragilisé et il n'est plus en mesure d'exercer son métier convenablement et de promouvoir le reste de la littérature générale et livres jeunesse, et beaux livres et autres. C'est pour cela que moi, je pense que ces grosses structures logistiques devraient plutôt travailler à améliorer les relations avec les libraires localement pour que ces libraires restent après des lieux où l'étudiant ou l'élève se retrouve pour payer autre chose. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que je peux me permettre juste de répondre à ça? Oui, excusez-moi, oui, je vous en prie. Allez-y. Un tout petit oui, pardon, point. Oh là là, oui, mon Dieu. Non, évidemment, il y a évidemment des sujets de concurrence. Les mêmes maillons d'une chaîne de distribution qui sont une chose. Je précise simplement que LDE n'intervient quasiment pas dans les pays dans lesquels il y a effectivement une grosse structure logistique. Ça fait des années que nous existons, une vingtaine d'années. Nous n'avons jamais vendu un livre papier au Liban. Nous ne vendons absolument aucun livre papier aux établissements du Sénégal. Et nous n'avons que 2 établissements en Côte d'Ivoire parmi les lycées français qui travaillent avec nous. Et encore, c'est avec un partenaire ivoirien qui offre un service sur mesure aux parents d'élèves. Pourquoi? Parce que nous considérons effectivement qu'il est fondamental que lorsqu'une librairie est structurée, accueille les familles toute l'année, ils puissent aussi percevoir les subsides importants que représentent les commandes d'un lycée français. Et dans quelques pays, c'est exactement la même chose dans les régions et collectivités d'outre-mer. Nous n'intervenons qu'à peu près, quasiment pas. Très bien, ça vous honore. Oui, bien sûr, allez-y. Justement, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, et c'est tout en votre honneur, parce qu'effectivement, par exemple, sur le continent en général et dans certains pays, le continent africain, et dans certains pays en particulier, c'est pas seulement le fait qu'une famille entre en librairie, c'est-à-dire c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire on va profiter plutôt ce qu'on cherche en tant qu'éditeur et ce qu'on cherche pour la propagation et de la culture, de la langue et de la vulgarisation d'acheter, de cet acte d'acheter, de s'approprier
un outil d'apprentissage, c'est de profiter du fait que la famille est obligée, entre guillemets, d'entrer dans la librairie pour pouvoir proposer d'autres choses. Et là, effectivement, je reviens par rapport à la Librairie de France que nous connaissons tous et à l'action qu'ils font, parce que c'est pas seulement, c'est juste un exemple, hein, il y a d'autres librairies qui font le même exemple, mais c'est pas seulement un acte d'achat et de vente. C'est aussi, sincèrement, c'est un acte qui est fait pour le livre, qui est fait pour pouvoir... Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui hésitent à entrer dans une librairie, qui ne se sentent pas dans leur place dans une librairie. Et justement, par exemple, quand on va à une librairie de France ou à d'autres librairies, on voit qu'il y a un lien social qui se tisse, il y a une sorte d'encouragement, il y a une sorte de dire, vous êtes à votre place, venez, vous procurez l'outil qui vous appartient, qui vous ressemble, qui est le vôtre. Et donc, tout à fait, en fait, voilà, je voulais vous dire que, voilà, juste que c'est dans un sens et dans l'autre. Oui, merci. Merci beaucoup. Intervention dans la salle, si possible. Merci. Oui, en fait, je rebondis aussi sur ce qui a été dit maintenant, et pour compléter ce que disait madame, c'est qu'en fait, en effet, nous, ça nous fait plaisir quand je vois les parents arriver avec leurs enfants pour acheter les manuels scolaires, et qu'en même temps, ils sortent avec des romans, des albums, des documentaires, et qu'ils disent à leurs enfants, en attendant que la liste se prépare, allez voir ce que vous avez envie de choisir. Alors que si les manuels ne passent pas par la librairie, ben ils ne vont pas se déplacer nécessairement. Certains le feront, mais pas aussi systématiquement que si jamais ils doivent venir déjà pour acheter les manuels et parfois la papeterie scolaire, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est un plus énorme pour une librairie qui, comme disait Soro, a besoin vraiment de l'apport du chiffre d'affaires scolaire pour pouvoir se maintenir pendant les 9 autres mois ou les 10 autres mois de l'année et pouvoir proposer de la lecture et de la culture à ceux qui sont en train d'apprendre à l'école, ou même aux apprenants, comme dans certains pays non francophones comme le nôtre, où il y a les alliances et les instituts qui enseignent des livres français, qui enseignent la langue française, mais en même temps, s'il n'y a pas de libraire dans le coin, ça sert à quoi d'apprendre la langue si on ne peut pas s'acheter un livre, ou surtout aller choisir un livre, parce qu'on peut se dire, oui, je peux l'acheter sur Amazon. Non, non, aller le choisir, aller prendre le conseil du libraire, discuter avec le libraire pour le choisir. Bravo, c'est un beau plaidoyer, merci beaucoup. Oui, je crois que quand vous parliez effectivement des préconisations qu'on va pouvoir faire pour Djerba et compagnie, c'est un sujet vraiment qui me paraît fondamental. Alors, d'autres questions? Intervention dans la salle. Intervention dans la salle. Allons-y. Allez-y, on vous écoute. Merci à tous, merci pour la qualité des interventions qui ont été faites cet après-midi et depuis ce matin. Donc moi, je m'appelle Neji Benamida, moi je suis inspecteur principal de français pour les écoles primaires, mais la casquette que je préfère, c'est celle d'instit, comme monsieur le disait tout à l'heure. Voilà. Je voudrais rebondir sur ce que disait madame tout à l'heure par rapport à la pédagogie générative, et je pense que c'est intéressant et important que on croise d'abord la connaissance du terrain, la culture du terrain par les auteurs et les pédagogues du pays d'accueil ou du pays en question, avec la technicité et le savoir-faire en quelque sorte des grandes maisons d'édition. Je pense que ça ne peut apporter qu'une valeur ajoutée aux livres et aux pratiques pédagogiques des enseignants. Après, je pense que le gros problème, et en partant de ce qui se fait en Tunisie, c'est quand même le monopole du livre scolaire par certains États. Dans plusieurs États, on a plusieurs apprentissages de la langue, entre autres le français. En Tunisie, il y a un monopole de l'État qui fait que le curriculum est là, mais l'État dépend, supervise de l'impression de l'élaboration jusqu'à l'impression, jusqu'à la distribution, le livre scolaire. Et ça pose un frein par rapport à tout ce qui est innovation. Ça pose un frein, je le pense aussi, par rapport à tout ce qui est adaptation pédagogique possible pour les élèves à besoins spécifiques, pour les spécificités régionales qu'on peut détecter, tout en respectant le curriculum. On peut être sur des approches pédagogiques et sur des choix pédagogiques qui sont différents. Ça ne peut pas se faire tant que l'État ait le monopole du livre scolaire et que ça reste un livre scolaire unique. Ce qui m'amène à parler un peu de tout ce que les éditeurs
font dans ce genre de pays comme la Tunisie. Et on est sur un marché parallèle du livre qu'on appelle parascolaire ou d'accompagnement ou de soutien scolaire, qui n'est pas convenablement maîtrisé, qui n'est pas contrôlé convenablement. Et là, de plus en plus, on voit paraître des aberrations, excusez-moi l'expression, en termes pédagogiques, en termes didactiques, en termes même de choix du papier, etc., sans parler de fautes, de coquilles qui sont oubliées dans la langue et qui sont mis à disposition des enfants, dans la main des enfants. Je trouve que c'est quand même grave, que si on veut que cette langue continue à être parlée convenablement, apprise convenablement, il faut vraiment que les choses soient faites avec beaucoup plus de rigueur et que des textes soient mis pour que ce secteur soit mieux organisé et qu'il n'y ait pas d'intrus qui sont beaucoup plus des commerçants du livre, beaucoup plus que des acteurs du livre et de la culture. Voilà. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été esquissées pour mettre fin à ce saccage, comme si on pouvait dire? Alors, je pense qu'il doit y avoir des textes, qu'il doit y avoir des instances dans le ministère de l'Éducation. Il y a une prise de conscience au moins? Oui. Et d'ailleurs, certaines séries, en quelque sorte, ont été en quelque sorte bannies, et c'est important qu'il y ait cette prise de conscience. Mais cette prise de conscience ne doit pas émaner du lecteur, ne doit pas émaner de l'enfant, c'est aux instances qui décide que doit revenir la tâche et la responsabilité que ce genre d'aberration pédagogique et éditoriale soit faite. J'arrive maintenant à ce que disait monsieur par rapport au manuel numérique. Et là encore, moi je suis adepte des nouvelles technologies, etc. Mais je pense qu'à un certain âge, on n'a pas le droit de mettre à disposition tout ce qui est outil numérique. Jusqu'à l'âge de 9 ans au moins, un enfant doit d'abord fréquenter les livres, feuilleter des livres, etc. Et après, il y a aussi l'intérêt pédagogique qui souvent n'est pas convenablement étudié, dans la mesure où changer de support ne suffit pas. Si on veut vraiment que le numérique ait une plus-value pédagogique et didactique, c'est important que ça soit sur des manuels que j'ai vus, qu'on appelle enrichis sur certaines versions de livres. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'un PDF, je n'ai pas besoin d'un PowerPoint défilant des programmes ou des contenus qui est approprié dans le manuel scolaire. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment faire en sorte que l'approche ludique et réellement ludique soit faite à travers ce manuel scolaire pour qu'on fasse du numérique un vrai outil, un vrai levier d'apprentissage et pas seulement un support de travail. Ce qui doit vraiment être étudié, et ce qui manque réellement, c'est que le numérique soit pas seulement un outil, comme je le dis, mais plutôt une approche entière, bien étudiée, et dans lequel, surtout pour les enfants, le côté ludique qui les attire, qui garde un certain lien émotionnel et attractif et attentionnel soit gardé. Après, je finis, excusez-moi d'avoir été là, par rapport à tout ce qui est apprentissage de la lecture, et c'est vraiment là où le bas blesse, la variété commence à manquer, on est vraiment dans une rareté d'innovation dans tout ce qui est méthode de lecture, d'apprentissage de la lecture. Les expériences qui ont été menées il y a quelques années, pour ne pas parler de décennies, pour mettre en place des comptes qui sont parallèles aux méthodes de lecture, a donné des résultats exceptionnels. Je ne sais pas pourquoi ça a un peu baissé, le nombre de ces méthodes-là n'est plus d'actualité. Et voilà, je finis, je vous remercie de votre écoute. C'est nous qui vous remercions, c'était extrêmement intéressant de voir ce témoignage d'un phénomène que vous avez détecté en Tunisie, il est important. Alors il nous reste 10 minutes si je parle sous le contrôle des grands chefs de la manifestation. Est-ce qu'on peut répondre sur la question de la place du numérique? Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que le numérique doit être le plus léger possible et n'arriver dans la scolarité de l'enfant qu'à mesure qu'il a déjà maîtrisé un certain nombre de fondamentaux d'apprentissage qu'on apprend mieux avec des manuels scolaires et des manuels papier. Tout est aujourd'hui en réalité... le numérique ouvre le champ des possibles. Ça n'est pas une fin, c'est un moyen, et c'est là que le rôle des libraires et des libraires spécialisés dans le scolaire continue à évoluer.
De la même manière qu'un libraire dans son magasin accueille ses clients et est capable de les conseiller sur le choix d'un ouvrage de littérature après la rentrée littéraire, aujourd'hui, un libraire scolaire doit être capable d'accompagner un enseignant qui arrive et qui dit « Bonjour, j'arrive, je vais avoir une classe de seconde en mathématiques, qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, le libraire doit être capable de lui proposer des manuels papier, des manuels numériques, voire des outils qui aujourd'hui se démultiplient avec des innovations qui sont de plus en plus importantes pour choisir avec l'enseignant ce qui va vraiment convenir à sa démarche, aux objectifs pédagogiques qu'il s'est fixés, et non pas pour utiliser un outil qui lui tombe du ciel et qu'il doit utiliser. Comme vous le dites, je suis d'accord avec vous, plus les enseignants ont du choix, mieux c'est. Merci. Monsieur ? Oui. Bonjour, merci à tous pour vos participations et les excellentes réponses. Philippe Farroy, Biblionef, qui est une ONG qui rend accessible le livre et la lecture en langue française aux enfants défavorisés du monde entier et où nous avons un énorme programme ici en Tunisie. Redonnez-nous le nom de votre association ? Biblionef. D'accord. Voilà. Et je voulais rebondir par rapport à ce que vient de dire monsieur, parce que déjà on travaille ensemble dans le gouvernorat de Béja, par rapport aux 3 petits points. Le numérique, 100% d'accord avec vous, au niveau du primaire, et quand on est dans des pays comme ici, la Tunisie, où on commence l'apprentissage en primaire, en classe de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, le numérique n'est généralement pas accessible dans les classes, il ne faut pas oublier ça. Hein, c'est-à-dire que la DSL, l'Internet, etc., ça ne fonctionne pas ici comme à Paris, comme à Strasbourg ou comme dans d'autres grandes villes. Que le problème majeur, c'est le non-accès au numérique. Qu'il y a des solutions à ça. Hein, les bornes, un disque dur avec une borne Wi-Fi dans une classe, par exemple, qui permettrait de diffuser du contenu numérique dans une école ou dans une classe, ça peut être une solution. Ça coûte encore cher. Il y a des programmes qui sont en train de se mettre en place. Mais sur ces premiers âges, le livre est le support majeur de l'apprentissage des connaissances. Et en termes de psychologie cognitive, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut d'abord satisfaire à cet apprentissage par le biais du papier, quant au fait ensuite d'apprendre à se servir des éléments complémentaires connectés, donc le livre intelligent, les éléments, etc., pour ensuite surfer sur le grand monde de l'Internet. Donc ça, c'était juste sur le point du numérique et de l'importance donc du livre papier. Et quand vous êtes dans des pays comme la Tunisie, puisque nous y sommes, et j'espère que vous aurez la chance de visiter tous les gouvernorats et d'aller très très loin dans les gouvernorats et voir les toutes petites écoles primaires très défavorisées de la Tunisie, le livre est un problème à lui seul. C'est-à-dire que les élèves sont bien évidemment disposés à lire, les professeurs sont disposés à monter de merveilleux programmes autour du livre et de la lecture, mais il manque un élément essentiel qui s'appelle justement le livre. Ça aussi, c'est à réfléchir. Et lorsque le livre existe, ce sont des livres, comme vous l'exprimiez tout à l'heure, qui ont été édités pour beaucoup dans les années 60, 65, 70, 80. Il y a des livres très très anciens qui ne correspondent pas du tout à ce que les enfants aujourd'hui, même au niveau du primaire, peuvent vivre par le biais de l'accès au smartphone de papa, de maman ou de l'ordinateur quand il y en a un à la maison, ou de ce qu'il peut avoir à la télé, etc. Il y a un décalage absolument colossal. Et je pense là qu'il y aurait un véritable, alors vraiment, et en plus pour les pays francophones de l'ensemble de la zone Maghreb, il y a toute l'attitude de créer un véritable groupe de réflexion entre toutes les autorités compétentes du pays, les éditeurs français, les réseaux culturels français, quant au fait de réfléchir au comment de la mise en œuvre de nouvelles collections qui puissent particulièrement être déployées dans toutes les classes, encore une fois, dès le début de l'apprentissage, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e année des écoles primaires. J'imagine ne pas dire une bêtise en vous disant que cet apprentissage de la langue française en Tunisie se fait très crescendo, donc à partir de la 2e année. Arrivé en 6e année de primaire, donc dernière année de primaire, l'équivalent de notre CM2 chez nous, il y a un décalage colossal en termes de maîtrise par rapport à ce que nous avons l'habitude de voir dans nos pays à l'équivalent CM2, que la continuation de l'apprentissage au niveau du collège en langue française est relativement pauvre encore, et que là où le résultat de tout ça est absolument terrible, c'est au moment du passage du collège vers le lycée, sur le million d'enfants du primaire, un peu plus d'1 million d'enfants scolarisés, vous avez plus de 10% qui décrochent pour une raison simple, c'est qu'ils ne maîtrisent pas le français, que tous les cours des matières principales au lycée sont elles émises en français. Donc, et pardonnez-moi, je voulais repositionner les choses, c'est-à-dire que l'urgence, à mon sens, n'est pas le numérique, pas le numérique. L'urgence, c'est comment on fait dans des pays comme la Tunisie, faire en sorte que tous ceux qui, au quotidien, se battent pour que leurs enfants puissent avoir une éducation de qualité, puissent disposer des outils qui leur sont nécessaires. Pardonnez-moi. Non, mais on vous remercie au contraire. D'autres intervenants ?
Pardon? Je ne comprends pas. Ah oui, pardon. Ah, mon dame. Excusez-moi, madame. Allez-y. Avec un micro, hein, s'il vous plaît. Oui. Bravo. Vous m'entendez? Oui, oui. Allô? On vous entend. Oui, non, je voulais simplement terminer en rebondissant sur le grave problème que va connaître l'Afrique subsaharienne dans les années à venir. C'est-à-dire que si je me base sur l'économiste Mathias Léridon, la démographie future africaine subsaharienne, elle est porteuse de croissance et d'espérance. Un être humain sur 7 actuellement est aujourd'hui africain. Nous serons 1 sur 5 sur le sol de l'Afrique en 2050. 43% des subsahariens ont moins de 25 ans. Avec 1,8 milliard d'habitants en 2050, l'Afrique représentera 1,5 fois l'Inde d'aujourd'hui et 3 fois l'Europe de demain. La population africaine dépassera de 25% celle de la Chine. Ce dynamisme est le premier moteur de la croissance économique. C'est aussi un challenge énorme en ce qui concerne donc l'édition et tout ce que nous aurons à faire pour pouvoir instruire donc ces populations jeunes. Voilà, je le disais, j'en parlais tout dernièrement à un ami et je le disais sous forme de boutade en disant pour que nous évitions de venir continuer à envahir vos plages. Voilà, c'est un ami français. Donc, il faut former donc cette jeune génération qui est là, cette population qui a soif d'apprendre donc et il faut mettre des produits didactiques de qualité à leur disposition pour qu'ils puissent être bien formés. Merci beaucoup de votre intervention, madame. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres oui, parmi vous, messieurs, ici, dames, ou dans ici. la salle? Oui. Qui est-ce qui dit oui? Je ne sais pas. Oui, bonsoir tout le monde. Ici, c'est Prudentienne Baguidi. Vous agitez le bras, on voit où vous êtes. Ah, très bien, merci. C'est Prudentienne Baguidi, je suis libraire du Bénin. Et je remercie tous les intervenants. Mais il y a un problème, un fléau qui se passe en Afrique que les éditeurs sur le plateau n'ont pas abordé. Il s'agit des manuels scolaires contrefaits, les livres piratés. C'est un grand problème que nous vivons en Afrique et qui constitue un frein pour le développement de l'édition en Afrique et aussi pour le rayonnement des librairies. Je pense qu'il faudrait, pour des occasions du genre, qu'on en parle pour que nos gouvernements puissent prendre conscience. Parce qu'on constate que les libraires sont livrés à eux-mêmes, les maisons d'édition sont livrées, et les libraires sont livrés à elles-mêmes, les maisons d'édition également, et on ne se retrouve pas. Donc j'aimerais que les éditeurs qui sont sur le plateau partagent les expériences pour qu'on sache à quoi s'en tenir. Merci. Merci beaucoup, madame, pour cette question. Alors, effectivement, madame, elle a touché un point très, très douloureux. Le problème des livres contrefaits, donc principalement des livres scolaires. Et nous subissons, en fait, ces livres-là, tout comme le libraire, mais aussi tout comme l'enfant. Parce qu'un livre contrefait, c'est un livre mal fait. Donc, on peut très bien copier, mais ça reste une copie médiocre. Des fois, moi-même, je dispose de livres contrefaits donc, sur la base de nos livres scolaires. Donc, je vois très bien. Je ne vais même pas parler du papier, ça, c'est un luxe. Je ne vais même pas parler de ça. Mais des fois, il y a, et souvent, des sauts de plusieurs pages, des coupures, des impressions de mauvaise qualité qui font que c'est illisible. Et en fait, tout est contrefait. Et ceci touche l'enfant, touche l'élève, touche la qualité de l'enseignement. Donc on fait tout, on essaye de vraiment de s'unir avec les autres intervenants au niveau de l'éducation, donc notamment en Afrique francophone, pour pouvoir venir et emmener ce qu'il faut à l'enfant. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? C'est carrément une guerre. Et sincèrement, la solution, pour moi, c'est une solution juridique.
Parce qu'il n'y a pas une base juridique, malheureusement, il y a peu de bases juridiques qui protègent l'éditeur, le marché, le libraire de ces livres-là. Parce que bien entendu, livre de circuit parallèle. Le libraire n'a rien à voir là-dedans. Ça ne contribue pas à l'économie du livre et ça vient détruire et l'éducation et la qualité de l'enseignement et l'économie d'un pays. Donc, à partir de cela, la solution, c'est tout simplement surveiller, c'est empêcher. C'est quand même des fois des livres qui sont imprimés par des quantités énormes. Donc, ça ne peut pas, ça ne devrait pas passer inaperçu. Donc, il faut une coopération avec les États. On les trouve sur le marché, on les trouve... c'est vendu, c'est vendu par des circuits parallèles. Vous savez, c'est le marché noir du livre contrefait, du livre mal fait. Voilà, c'est catastrophique. Et personne ne réagit parmi les autorités. Nous, bien sûr, on n'arrête pas de nous plaindre, également les libraires, énormément les enseignants, voilà, mais il faut qu'il y ait, au niveau de chaque pays, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait des lois de protection de la contrefaçon. Il faut vraiment, en plus, le pire, c'est que l'enfant, enfin, c'est pas le pire, mais c'est-à-dire l'enfant et la famille ne profitent même pas de ça parce que c'est au même prix. Donc, je ne vois absolument pas l'intérêt, c'est juste un intérêt d'enrichissement de voleurs, excusez-moi, de matériel didactique qui vont en faire tout un marché et profiter de la famille pour vendre au même prix. Donc, c'est scandaleux, on a besoin d'une réaction au niveau tout simplement des États, au niveau des réactions de protection juridique de l'enfant, du système d'enseignement, des éditeurs, de tout le monde, du système. Oui, c'est inadmissible, bien sûr. Nos deux amis là, ont envie d'intervenir aussi. Monsieur Chouaïri, je vous en prie. En fait, j'interviens parce que, juste pour déjà dire la Prudentienne... On a soulevé un beau lièvre, là. Ce problème existe même en Tunisie. Hier même, j'étais chez une des libraires qui m'a montré justement un manuel scolaire contrefait, mais alors de très très mauvaise qualité. Bon, c'est pas vendu au même prix, c'est vendu quand même 30 à 40% moins cher. C'est ce qui justifie un peu que certaines personnes disent je veux peut-être l'acheter. Ici en Tunisie, mais en Afrique subsaharienne, croyez-moi. Je parle de ce cas-là. Maintenant, ça dépend quand vous dites des pays est-ce qu'il y a une protection juridique ou pas. C'est une action qui doit être prise en général par le collectif des libraires du pays, en général, avec l'éditeur en question. Ça ne peut pas être une action individuelle, c'est-à-dire que Prudentienne seule ne peut pas, par exemple, au Bénin, elle-même faire l'action. Il faut que ce soit avec ses collègues du pays et l'éditeur en question doivent agir ensemble au niveau de l'État et au niveau juridique. La deuxième chose, mais là c'est toujours sur ce phénomène-là, c'est aussi quand on voit que ce phénomène de contrefaçon dans le manuel scolaire ou dans les livres classiques, aussi les œuvres classiques augmentent, c'est qu'on puisse aussi faire des efforts du côté des éditeurs, surtout dans les pays où le pouvoir d'achat est faible, pour pouvoir faire des prix de vente pour les grandes quantités, de sorte à ce qu'on ne décourage à la base autant que possible ce genre de contrefaçon, surtout dans les pays où le côté juridique n'existe pas. C'est-à-dire que le temps qu'on puisse convaincre les États de pouvoir arriver à une solution en ce sens, il faut qu'il y ait quand même un effort qui se fait entre les libraires et les éditeurs. Il faut que tout le monde agisse en même temps, oui. Voilà, pour que justement on puisse arriver à vendre le livre moins cher, sans que les gens perdent de l'argent, évidemment, mais moins cher, de sorte à ce que les gens se disent ça vaut vraiment pas la peine que je l'achète 10% moins cher quand je peux l'acheter nouveau à ce prix-là. Donc voilà. Comme je vous ai dit, ça c'est peut-être par rapport à l'exemple tunisien, ça peut c'est-à-dire si le livre il est vendu moins cher, mais ailleurs dans beaucoup de livres africains, dans beaucoup de pays africains, le livre n'est pas vendu moins cher. Et en plus, comme vous savez, comment dirais-je, l'économie du livre dans beaucoup de pays africains, la plupart, elle est soutenue par des bailleurs de fonds. Donc le livre, il est vraiment peu cher. Il est vraiment très accessible. Et en plus, pour une grande partie, il est distribué gratuitement. Et vous avez quand même la contrefaçon. Gratuitement. Parce que c'est tout un système. Parce qu'on peut venir stopper, on peut venir bloquer. Donc, excusez-moi, à partir du moment où vous saisissez une quantité importante de livres contrefaits, il doit y avoir action, non pas de la part
de l'éditeur ou du libraire, voilà. Donc c'est vraiment un problème très important et malheureusement nous ne viendrons pas à bout lors d'une Il y a du table pain ronde. sur la planche. Monsieur Villeroy de Gallo. Oui, absolument. On a tous entendu des histoires dont certaines ne peuvent pas être racontées au micro. Mais c'est évidemment un sujet fondamental sur lequel les États doivent être outillés. Nous réfléchissons nous aussi à des outils de traçabilité des manuels scolaires qui sont distribués pour qu'on sache que deviennent les manuels année après année une fois qu'ils ont été distribués, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai problème. Un manuel qui sort du ministère une fois que l'appel d'offres a été exécuté, 3 semaines plus tard, on ne sait pas où sont les manuels et on est incapable de les tracer. Et une des réponses que nous pouvons apporter, c'est la traçabilité. Ça, c'est, je crois, une question importante, on en a beaucoup parlé. Hein. Oui. Bien, alors je ne sais pas ce que pensent les organisateurs. Est-ce qu'on a dépassé le temps? On est encore dans les bons temps? On peut encore... on voit personne, je ne sais pas. Vous me faites signe? Vous faites des grands signes? C'est bon? Oui, ah oui, il faut que la prochaine séance puisse avoir lieu, effectivement. Donc, par confraternité, on va donc terminer. Écoutez, moi, personnellement, j'ai été très extrêmement intéressé. J'ai appris beaucoup de choses. Des choses que je peux parler, mais vraiment de manière tellement légère que ça ne m'a pas imprégné. Mais là, vraiment, on se rend compte qu'il y a des vrais problèmes. Mais bon, ça veut dire qu'il y a du boulot. Donc, merci aux organisateurs de nous avoir permis de mettre tout cela sur la table. Et je crois qu'on a effectivement des perspectives intéressantes à suivre dans toute l'avenir du livre de langue française. Merci à tous. Merci beaucoup.